Alors, effectivement, on m'a demandé de venir présenter la démarche concrète pour obtenir une autorisation environnementale. Je ne parlerai pas uniquement de l'autorisation ministérielle du ministère de l'Environnement du Québec. J'ai d'autres autorisations à obtenir autour. Je vais essayer de vous le présenter. Comment j'ai structuré ma présentation? Je vais commencer par vous parler des modifications administratives 2022. Alors, Nadine Roy du ministère en a glissé un mot tout à l'heure. Il y a quelque chose qui s'appliquait à partir du 31 décembre 2021. Je vais vous en glisser un mot. C'est quoi l'impact pour tous ceux qui veulent demander une autorisation? Je fais le résumé d'une démarche qui commence, selon moi, par identifier c'est quoi vos besoins, la source d'où vous visez, c'est quoi la série d'autorisations qu'on doit demander. Puis j'ai monté un cas type qui, c'est un peu ma recette qui, selon moi, fit dans le plus d'autorisations possible. C'est quoi les professionnels dont vous devez vous munir pour le dossier. Puis, rapidement, à la fin, là, une idée des coûts et des délais qui peuvent provenir d'une... excusez-moi, j'ai oublié de partir mon timer. Qui s'applique à une autorisation comme ça. Alors, je commence par les modifications depuis le 1er janvier 2022. Alors, au mois de décembre 2021, j'ai été approché par le comité organisateur du colloque, notamment M. Philippe-Antoine Taillon du MAPAC, qui m'a demandé, François, peux-tu nous faire une présentation sur les démarches pour obtenir une autorisation? Et bien naïvement, j'ai dit, mais bien sûr, j'en fais plein tout le temps, je connais ça vraiment beaucoup. Haha, je ne savais pas à quel point les modifications administratives allaient être substantielles. Je vais vous en glisser un mot. Alors, depuis le 1er janvier 2022, qu'est-ce qui se passe? C'est dans la grosse autorisation à aller chercher, c'est celle du ministère de l'Environnement provincial. Alors, il y a des modifications positives qui ont été apportées. On va commencer par les regarder. Si je regarde là, excusez, voilà, alors, comment ça fonctionnait avant le 31 décembre 2021, le dépôt d'une demande d'autorisation. Alors, c'était un bon vieux dépôt papier. Ça nous prenait tous les formulaires, tous les trucs ensemble, complets, signés, une version papier, puis on en déposait 2 exemplaires au ministère de l'Environnement. Maintenant, c'est en ligne via une plateforme ClickSecure. Ça ne se fait que par là. Puis l'entreprise agricole ou le demandeur peut nommer un représentant qui dépose pour lui. Une fois qu'on va avoir bien appris à utiliser ClickSecure, ça simplifie un peu les choses. Il y a quelques exigences qui ont disparu, puis que moi, je trouve le fun qu'ils soient disparus, mettons. D'abord, suite au projet, on n'a plus besoin d'une attestation de conformité signée par l'ingénieur. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de surveillance de chantier, mais tout ce qui est engagement à surveiller puis à attester par la suite, on n'en a plus besoin. Puis finalement, il y a auparavant, il demandait systématiquement une caractérisation des sols de phase 1, ce qui est la recherche historique du potentiel de contamination des sols. Ça aussi, c'est quelque chose que le ministère de l'Environnement n'exige plus. Il y a aussi plus de nuances dans à quel moment il exige un ingénieur, fait que peut-être qu'on en a moins besoin. Ça, c'est des modifications que je considère positives pour les demandeurs d'autorisation. Il y a aussi des modifications qu'on pourrait qualifier de moins positives. Par exemple, si je regarde côté formulaire, excluant les rapports professionnels à fournir. Auparavant, on avait un formulaire de 7 pages, quelques annexes pour 21 pages de formulaire à remplir. Depuis le 1er janvier, on a 10 à 12 formulaires à remplir, plus de 130 pages de formulaires à remplir. Et ça, on parlait d'allègement administratif, je n'ai pas encore compris comment ça cadre dans un allègement administratif. Auparavant, le ministère de l'Environnement et la Faune avaient un guichet unique. Alors, pourquoi on déposait 2 copies papier? C'est parce que le ministère de l'Environnement et la Faune se le splittaient puis ils l'analysaient chacun de leur côté. On avait besoin de le déposer une fois. Ça ne s'applique plus depuis le 1er janvier. Alors, ClickSecure, c'est pour le ministère de l'Environnement. On doit quand même présenter notre demande à la Faune pour voir si on est assujetti puis si la Faune a besoin de l'analyser. Alors, on fait 2 demandes maintenant à la place de 1. Finalement, quelque chose qui, moi, me titille particulièrement, toute demande d'autorisation a besoin de rapports de professionnels ou d'informations complémentaires, pas juste les formulaires. Et auparavant, alors, les professionnels étaient responsables de mettre en forme leur rapport comme ils le voyaient bon. Maintenant, avec les nouveaux formulaires, les professionnels doivent s'assurer que leurs rapports vont répondre à des normes et des formes prédéfinies dans les formulaires du ministère de l'Environnement. Fait que, il y a toute une gymnastique de vos professionnels doivent être au courant de ce à quoi vont servir les formulaires.
leur rapport pour cadrer dans les bons formulaires. On va le regarder un petit peu plus en détail tantôt, mais pas tant parce que c'est un petit peu lourd. Ça, c'était les modifications 2022. Donc, on pourra en reparler. Dans la période de questions ou dans le réseautage, je vais vous faire un résumé d'une démarche, comment moi je le conçois. Alors, la première étape pour moi, c'est d'identifier les sources d'eau que vous visez, puis vos besoins. Alors, vos besoins en eau, selon moi, ça se fait, c'est vous et votre agronome, c'est quoi vos superficies, vos cultures, c'est quoi les besoins de référence. Puis ça, l'IRDA fait un bon travail, des colloques comme on a aujourd'hui, demain, c'est essentiel pour voir l'évolution des connaissances. Puis on se rend compte que des références faciles et applicables, c'est en train d'apparaître au Québec là, pour déterminer les besoins en eau. Votre vendeur d'équipement aussi, ça va être quelqu'un d'important parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est d'avoir un débit à la fin. Fait que savoir combien d'eau j'ai besoin, je veux un débit. Puis après ça, on envisage la source d'eau. Alors, où est-ce qu'on veut prendre l'eau? Dans une rivière, ça va relativement bien avec des autorisations ministérielles. Dans un étang, c'est super le fun. On a le droit de faire un étang sans autorisation. Ça, c'est pour ça que j'ai mis une petite gommette autour de mon sourire vert. Il est encore plus facile. Dans un lac, il faut faire attention. Il y a des critères fauniques qui vont venir freiner les prélèvements d'eau dans des lacs, un peu plus compliqués que dans une rivière. Puis dans le souterrain, ça se fait relativement bien aussi, mais c'est pas vrai, la ressource n'est pas toujours là. Alors, évidemment, l'identification d'une source et l'identification du débit doivent être en lien. Est-ce que la source que j'ai identifiée fournit le débit? Est-ce que le débit que je veux faire peut être fourni par la source que je vise? Si je reviens rapidement sur les différentes sources d'eau, ça va être quoi nos critères qui vont faire qu'une source est utilisable ou non? Qu'est-ce qu'il va falloir que je respecte? Bien, dans une rivière, on va devoir respecter notamment 15 de prélèvement, un maximum de 15 de prélèvement du débit d'étiage dans la rivière. Fait que ça, le débit de la rivière va influencer. Puis, c'est prescrit au RHF. Le RHF, c'est le règlement sur les habitats fauniques. Alors, si on respecte ça, ben, on n'est pas pire côté faunique. L'étang, c'est l'article 173 du REAFI. On a un étang par entreprise qui est permis qui est exempté d'autorisation. Dans un lac, c'est là que je disais l'analyse faunique peut être plus poussée. Fait que dans la dernière année, quand je parlais à des analystes, il n'y avait aucune autorisation existante encore de prise d'eau d'irrigation dans un lac officiellement. Alors, c'est ce que les analystes m'ont dit. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ça veut dire que la première personne qui va devoir le faire doit s'attendre à passer le premier à l'analyse d'un projet comme ça. Puis finalement, dans les sources souterraines, il faut s'attendre à payer un hydrogéologue pour quantifier la ressource, puis probablement faire des sondages aussi. C'est très, très variable comme coût selon la région et l'hydrogéologue disponible. Maintenant, je vais vous faire un petit résumé des autorisations à aller chercher. Je commence par ceux-là qui sont relativement simples. On doit toujours aller chercher des autorisations auprès des autorités locales, la municipalité, la MRC. C'est souvent une formalité, mais pas toujours. Fait que ça vaut la peine d'avoir un projet quand même bien monté, mais c'est sûr qu'il y a juste dans une municipalité que tu peux te pointer un mardi à 10 h, puis pour 20$ à 10h15, tu as un permis. Il n'y a pas beaucoup d'autres endroits que tu peux avoir ça. Ce qui m'intéresse des autorisations locales, c'est qu'ils vont couvrir certains aspects qui ne sont pas couverts par le ministère de l'Environnement ou d'autres trucs. C'est vraiment, là, quand on parle de glissement de terrain, s'il y a des prises d'eau à proximité, si c'est des sites historiques ou archéologiques, s'il y a d'autres usages auxquels il faut se conformer ou à qui faire attention. Puis, c'est des informations dont on va avoir besoin pour la demande au ministère de l'Environnement. Alors, c'est important d'aller les chercher avant. Puis, s'ils disent que vous n'avez pas besoin d'une autorisation, demandez-leur une preuve de non-assujettissement, puis mettez ça dans votre dossier d'autorisation. Côté faune, alors, je vais avoir 2 slides sur la faune. L'article 45 du règlement sur les habitats fauniques spécifie que dans un cours d'eau, en n'excédant pas 15 du débit du cours d'eau, une personne peut effectuer du pompage d'eau à des fins agricoles. Donc, ce que ça dit, c'est que dans un cours d'eau, donc pas un lac, puis si on respecte le débit, si on fait ça comme ça, on n'est pas assujetti à une autorisation. Alors, il y a moyen de dire je respecte ce règlement-là, donc je n'ai pas besoin d'une autorisation faunique. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. L'autre point, c'est
selon la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, le LCMVF, ils me disent que l'utilisation d'un ouvrage temporaire sans travaux dans le littoral est non assujetti, sauf s'il modifie des composantes de l'habitat du poisson. Alors, c'est pour ça que souvent, moi, mettons dans mon cas type, je vais utiliser des crépines temporaires pour aller puiser de l'eau. On ne fait jamais de travaux dans le littoral, puis on fait un choix d'emplacement. Alors, une caractérisation écologique va toujours être recommandée. Puis moi, ce que je vous recommande, c'est, après l'avoir faite, faire une demande d'assujettissement auprès de votre analyse. Puis, selon la caractérisation écologique, ben, on va s'organiser pour, mettons, pas faire exprès de s'installer dans la plus belle frayère du cours d'eau ou quoi que ce soit. Fait qu'on va être capable de dire, ben, regarde, je minimise mon impact, je ne modifie pas une composante importante de l'habitat du poisson parce que mon étude, ma caractérisation écologique me le présente. Fait en théorie, si on est capable de prouver qu'on respecte ça, on n'a pas besoin d'autorisation faunique. Une demande d'assujettissement, c'est juste valider, regarde, c'est ça mon projet, c'est ça ma caractérisation écologique, dis-moi que j'en ai besoin ou non. Alors, on est dans l'eau avec des poissons. Alors, on a besoin d'une autorisation. On a besoin de regarder si on est assujetti au ministère des Pêches et Océans. C'est fédéral, ça. Une fois de plus, on a un code de pratique. Si on le respecte, on n'a pas besoin d'autorisation. Sinon, on doit demander un examen. En gros, le code de pratique, il norme la forme et les grosseurs des grillages dans les prises d'eau douce. Il est valide jusqu'à 150 litres par minute, ce qui est 2377 gallons par minute. Puis, je ne veux pas surprendre personne, mais des crépines conformes au MPO, ça devient vraiment, vraiment gros. Alors, l'objectif du MPO, c'est de dire, je veux que le débit soit réparti sur une assez grande surface pour qu'il n'y ait aucun poisson qui puisse se faire aspirer. Ça, c'est une grosseur de crépine pour 1400 gallons minute. Ici, ça aurait pu être plus petit un peu parce que le fond est fermé. Probablement si tu respectes un 30 cm du fond, tu peux avoir ton fond ouvert, mais ça donne une idée quand même là, visuellement d'à quel point ça peut être gros. Puis c'est un des trucs que moi, je vois le moins respecté dans les prises d'eau actuellement. Transport Canada aussi a une norme. Alors, on a une loi sur les eaux navigables au Canada. Qu'est-ce que c'est les eaux navigables au Canada? 100 rivières, 89 lacs définis dans l'annexe de la loi. On le tape dans Google, mais entre autres, le Saint-Maurice, le Richelieu, le lac Saint-Jean, le Saguenay, ce sont des cours d'eau navigables. Eux autres aussi, ils ont un concept d'ouvrage mineur, alors, qui sont exclus. Si on est dans un cas d'eau navigable, là, je vous le dis, si vous êtes à l'annexe, il va falloir que vous l'étudiez de toute façon. Il va falloir demander l'assujettissement à Transport Canada. Mais quand on n'est pas dans les eaux navigables, eux autres, ils sont beaucoup là, sur une épaisseur maximale d'1 mètre d'ouvrage. Eux autres, pour pas qu'on accroche d'un bateau. Fait une de mes recettes, c'est d'utiliser une crépine maximum d'1 mètre de hauteur pour être sûr de respecter les critères de Transport Canada. Une autorisation provinciale qui est parfois peu connue, la domanialité, alors le domaine hydrique de l'État. Qu'est-ce que c'est? Au Québec, certains lits de cours d'eau sont publics. Pour savoir lequel, il faut faire une demande en ligne. C'est gratuit, mais ça prend environ 2 mois à avoir la réponse. Si le lit du cours d'eau est public, est-ce que ça prend un bail? Par chance, on a aussi dans ce règlement-là le concept d'ouvrage mineur. Alors, un ouvrage de moins de 20 mètres carrés qui prend moins de 10 % de la largeur du cours d'eau, mais qui est spécifié comme étant une plateforme flottante ou un abri à bateau. Alors, je dois vous avouer que c'est une des réglementations pour lesquelles j'ai eu les réponses les plus ambiguës de la part d'analystes, à savoir est-ce que j'ai besoin d'un bail ou non. Mais récemment, par courriel, un analyste m'a confirmé que pour quelque chose qui s'apparente à un ouvrage mineur, c'est-à-dire quelque chose de temporaire, puis moins de 20 mètres carrés, moins de 10 % de la largeur du cours d'eau, je n'avais pas lieu de détenir un bail d'occupation. Alors, on pense qu'on n'en a pas besoin. On fait quand même la demande en domanialité quand on commence un projet. Et finalement, j'en arrive à mon morceau principal. Alors, ça va être quoi l'autorisation au ministère de l'Environnement du Québec? C'est ça, pourquoi on fait le plus de démarches. Je vais passer rapidement sur les formulaires parce qu'à date, quand je le regarde avec des gens, après 2 heures, on n'a pas fait le tour puis on était écœurés. Mais en gros, il y a 3 formulaires généraux à remplir, 2 formulaires d'activité, au moins un formulaire d'impact, puis des formulaires optionnels obligatoires, une fois le premier, puis au moins 3 fois le deuxième. C'est ce qui va faire la charge administrative qui est accrue dont je vous ai parlé au début. Ces formulaires-là sont en consultation encore. Ils vont peut-être être appelés à changer. Si vous connaissez ça, je vous invite à faire des
commentaires au ministère pour être sûr de pouvoir peut-être améliorer le processus. Je vais vous présenter mon cas type, un peu la recette que j'ai inventée, ou en tout cas ce que je vous recommande là, comme vision de la chose. Mon cas type se divise en 3. Alors, on a les activités qui vont se passer dans le littoral, ce qui va se passer dans la rive, puis ce qui va se passer plus sur le terrain, en dehors de la rive et du littoral. Si on regarde dans le littoral, qu'est-ce qu'il y a d'important? Je ne m'installe pas dans une frière, fait que je ne veux pas nuire à quelque chose de particulièrement sensible de l'habitat du poisson. J'ai rien de permanent. Je n'ai pas besoin de permis faunique, ni de domaine hydrique, et les entretiens sont faciles. Alors, ça m'est arrivé une fois dans ma vie de faire un ouvrage permanent, puis c'est un ouvrage qui s'ensable, qui est très compliqué à entretenir. Le nettoyage de ça, c'est compliqué. Faites-vous des trucs faciles à sortir puis à remettre dans l'eau. Ça va être facile à entretenir, facile à réparer. C'est l'idéal. Ma crépine va être conforme avec les normes du ministère des Pêches et Océans et avec Transport Canada, fait que je n'aurai pas besoin de demander d'autorisation là. Juste une note, là. Alors, la ligne naturelle des hautes eaux, puis la profondeur du cours d'eau dans l'espèce d'hypsométrie, là, va être déterminée par ma caractérisation environnementale. Fait que je vais demander à mon biologiste ou la personne qui le fait d'aller prendre ces données-là. Ma crépine va être déposée soit en poussant sur des patins des roues ou portée avec un télescopique, mais je ne fais jamais de travaux dans le littoral. Puis si en approchant, je suis dans des milieux sensibles, je vais mettre des matelas en bois temporaires pour que mes machineries puissent avancer sans faire des grosses traces puis sans caler dans les milieux sensibles. Fait que comme ça, je limite vraiment l'impact puis j'essaie d'être, mettons, plus facile à accepter d'un point de vue d'analyste environnemental. En rive, qu'est-ce que j'ai? Là aussi, je n'ai rien de permanent. Je vise un retrait annuel pour l'entretien, mais aussi pour la sécurité. S'il arrive des trains de glace au printemps ou quoi que ce soit, ça peut être dangereux. Si vous laissez quelque chose sans surveillance pendant longtemps sur le bord d'une berge, ça peut être juste pour les passants, les motoneigistes, les n'importe quoi. J'ai dessiné sur sur un chariot ma pompe, mon groupe électrique, mais ça peut être dans un conteneur qui est retiré annuellement. Je passe dans un accès existant. Bon, j'ai vu qu'il y avait une exemption dans le REAFI maintenant pour les accès aux rivières, mais je le mets comme ça par prudence. Je ne veux pas que la création d'un chemin soit analysée dans ma demande de prise d'eau. Alors, si j'ai un chemin existant, même s'il est fait 1 an avant que allez juste vous chercher un petit permis municipal, dire je veux me faire un accès à la rivière de 5 mètres de large, c'est exempté dans le REAFI. Le biologiste arrive sur le terrain. Ah, c'est un chemin existant. Alors, ça ne fait pas partie de l'analyse. Peut-être qu'on pourrait le faire exempter, mais moi, j'y vais de prudence. Je vous recommande fortement de trouver un site où il y a un chemin existant, puis ça ne fait pas partie de ce que le ministère de l'Environnement a analysé, la création du chemin. Ça va nous sauver du trouble pour la suite des choses. Fait que soit je passe par un chemin existant, ou je fais du déboisement manuel seulement. Fait que je ne fais plus de travaux mécanisés en rive dans le cadre de la demande. Idéalement, je vais utiliser un moteur électrique parce que ça ne me tente pas d'avoir de la gestion d'hydrocarbures en rive. Tout est en surface, puis je ne fais pas de travaux mécanisés. Fait que ça, je me redouble peut-être un peu, mais à ce moment-là, c'est plus facile à accepter. En terrain, à ce moment-là, quand je suis en dehors de la rive, je peux avoir un tuyau permanent, enfoui ou non. S'il est enfoui, je peux le mettre dans le chemin, fait que je n'ai pas d'impact sur les milieux terrestres en dehors de mon chemin. Quand on parle de tuyau de PEHD, c'est très, très solide, fait qu'il n'y a pas de problème à l'enfouir dans un chemin, qui soit juste sur le bord du chemin ou même au milieu. Ça ici, je vais faire une connexion électrique permanente sécurisée ou une génératrice en dehors de la rive. Fait que si j'arrive de l'hydro, je laisse mon panneau électrique permanent barré quand je ne l'utilise pas, juste en dehors de la rive. Fait que j'ai rien de permanent dans la rive. Puis si j'utilise une génératrice, plutôt qu'un moteur à essence, si un jour je passe, par exemple, dans un programme de subvention pour remplacer les génératrices ou les moteurs à essence, je n'ai pas besoin de changer ma pompe et son moteur, ils sont déjà électriques. Je vais juste changer la génératrice, je me fais subventionner pour amener l'hydro. Je reprends mes génératrices pour un autre site, puis dans 2 ans, je refais subventionner pour la même chose. Tous les autres systèmes peuvent être retirés annuellement, mais ils peuvent être juste rangés en dehors de la rive si on sait que c'est sécuritaire, si tout est bien barré. Mais ça, c'est un petit peu mon cas type. Ça peut être adapté d'une façon ou d'une autre. On peut mettre des pompes submersibles. Si on a une grande dénivelée,
Mais en gros, c'est pas mal là, la recette sur laquelle je me base pour mon expérience dans les autorisations, pour essayer de, mettons, cocher le moins de trucs qui vont être difficiles à analyser pour nos amis au ministère de l'Environnement. Si je reparle des professionnels au dossier dont on a besoin, je considère qu'un agronome va être obligatoire pour justifier les besoins en eau. Alors, les quantités d'eau, les dates, les fréquences. Pour moi, ça, c'est un acte agronomique, alors de dire des cultures et leurs besoins en eau. Ça va me prendre un rapport d'agronome sur les cultures et les besoins en eau, les dates, ainsi de suite. L'agronome peut être mis à profit pour le processus décisionnel de départ, ce qu'on regardait au début, identifier nos besoins. Dans toutes les demandes au ministère de l'Environnement, et ils vont nous demander aussi là, les contextes plus généraux, historiques, culturels, les zones de contrainte, l'occupation du territoire, les usages à proximité. Il peut nous aider à remplir ça dans son rapport. Certains agronomes sont à l'aise à faire des plans de localisation, sont calés en cartographie. Puis évidemment, il peut nous aider à remplir des formulaires, parce qu'il y en a à remplir. Si j'y vais avec les petits noms des formulaires, ceux qui sont en rouge ici, ça nous prend obligatoirement des informations qui proviennent du rapport d'agronome pour les remplir. Celui en vert, l'agronome peut être mis à profit pour le faire. Alors, il y a un formulaire général, un formulaire d'activité, puis un formulaire optionnel qui doit obligatoirement être rempli. Puis, selon les nouvelles façons de faire depuis le 1er janvier 2022, alors, le rapport agronomique est essentiel pour remplir les formulaires, mais le format imposé par les formulaires doit se retrouver dans le rapport d'agronome aussi. Alors, le rapport d'agronome doit être fait en fonction des formulaires, puis on remplit les formulaires après ça avec le rapport agronomique. Un biologiste ou équivalent. Alors, quelqu'un qui est compétent pour faire une caractérisation environnementale, ça va être essentiel. Il va nous fournir des informations pour le plan de localisation, notamment pour les lignes des hautes eaux puis les milieux humides, puis pour déterminer des mesures d'atténuation à prévoir dans notre projet. Caractérisation environnementale, ça se fait en été, la visite terrain. J'ai même des biologistes qui me disent, moi, je ne fais des caractérisations environnementales qu'au mois de juillet. Alors, il faut le prévoir d'avance. Il peut également nous aider pour le contexte général, pour les plans de log, pour remplir des formulaires. Voici le petit nom des formulaires pour lesquels ça vous prend absolument un biologiste pour remplir. Une fois de plus, le biologiste remplit le formulaire en fonction... Non, excusez. Fait son rapport en fonction des formulaires et les formulaires sont remplis à partir de son rapport. Un ingénieur va être obligatoire pour les études de débit d'étiage, puis pour des plans et devis techniques. Maintenant, on a une ouverture pour schéma à place de plan, ce qui veut dire qu'on n'aurait pas besoin d'un ingénieur pour faire les plans de pont. Mais c'est souvent ce que je vois. Alors, évidemment aussi, quand on parle des étapes et conditions de réalisation, les différentes étapes, il faut qu'elles soient séquencées, puis les mesures d'atténuation, il va contribuer à ça. Alors, il va nous fournir les plans, les schémas et les devis, puis le débit d'étiage. Puis, une fois de plus, il peut être mis à profit pour rechercher des sources. La recherche préliminaire de sources d'eau, quand on dit, est-ce que tu peux m'évaluer si cette rivière-là a un potentiel pour un tel débit? Pour le contexte général, à présenter au ministère de l'Environnement, le plan de localisation et évidemment remplir des formulaires. Une fois de plus, voici la série de formulaires. En rouge, ceux qui vont absolument avoir besoin du rapport d'ingénieur pour être remplis. Une fois de plus, les formulaires sont remplis à partir du rapport de l'ingénieur, mais le rapport de l'ingénieur doit être fait selon le format demandé par les formulaires. Je vais finir par l'avoir après 3 fois d'être capable de vous l'expliquer rapidement. D'autres professionnels dont vous pouvez avoir besoin, un hydrogéologue va être obligatoire pour un projet d'eau souterraine, même si ce n'est pas une étude, juste un avis. Des arpenteurs pour des baux hydriques. Dès qu'on est dans un endroit où on a besoin d'un bail hydrique, et ça peut arriver, ça nous prend un arpenteur. Si vous avez des servitudes à faire chez les voisins, ça vous prend un arpenteur aussi. Puis, certains projets particuliers peuvent en avoir besoin aussi. Les notaires pour les servitudes et les achats de terrain, ça peut être des professionnels dont vous aurez besoin pour votre projet. La fin des autorisations, c'est une fois que tout est rempli, les validations de correspondance doivent être faites dans tous les formulaires et les rapports d'expertise pour être sûr que tout soit rempli avec ils demandent des références entre les formulaires et les rapports. Il faut remplir ça maintenant. Il faut que tout soit conforme. On fait un dépôt via ClickSecure. Il n'y a pas de frais. On attend l'analyse. Alors, c'est 90 jours d'analyse. On va recevoir soit une autorisation ou une liste de questions.
Puis par la suite, ben, on a à vérifier si on a besoin de faire une déclaration de prélèvement d'eau. Je sais que mon débit est rapide, je vous laisse ma présentation en référence. On va passer très, très rapidement. C'est quoi les coûts et les délais? Alors, combien de temps ça peut prendre? Pour moi, ce qui est important, c'est qu'une caractérisation écologique doit être faite en été. Le ministère de l'Environnement, lui, donne 90 jours légal de délai d'analyse. Okay? Puis ils peuvent poser des questions par la suite, puis ils se gardent un délai à chaque série de questions. Ça peut prendre du temps. Par la suite, c'est le temps qu'on a besoin pour décider des systèmes qu'on veut, remplir les formulaires, faire tous les rapports, plans de vie. En conclusion, je pense que c'est réaliste d'installer un système et de l'exploiter l'année suivant la caractérisation écologique, si on ne traîne pas. Il faut qu'on aille nos professionnels puis qu'on soit prêt à aller de l'avant. Fait que ceux qui veulent faire une demande en 2022 puis que la caractérisation écologique n'est pas faite, ben, je pense que ce n'est pas réaliste. Des coûts de projet simples, très, très résumés. Regardez le total. Ça m'étonnerait qu'un projet comme ça puisse coûter en bas de 10 000 de professionnel. Puis ça ne m'étonnerait pas que ça aille facilement autour de 20 000. Prévoyez-vous un 15 000 budgétaire. Dès qu'il y a des complications, des trucs à aller chercher en plus, on va aller plus vers des montées élevées. Mais dans un cas très simple, si vous avez un agronome qui vous aide, qui est à votre sol qui travaille pour vous, quelqu'un de pas cher qui est capable de remplir des formulaires, ça peut vous aider. Là où je vois le plus de différence, c'est tout ce qui est quand on a besoin d'un hydrogéologue pour faire des forages puis avoir une vie hydrogéologique. Dans 2 régions différentes, dans les 2 derniers mois, je me suis fait faire des soumissions de forage de puits à 5 000 dans un endroit, puis à 30 000 dans l'autre, pour un puits. Fait que si tu dis j'ai besoin d'un avis hydrogéologique, puis j'ai besoin de 1 ou 2 forages pour caractériser la ressource, ben, si c'est 5 ou 30 000 par forage, c'est sûr que la différence est énorme. Mais ça ne veut pas dire que c'est nécessairement cher. Il y a des bons hydrogéologues qui sont inscrits au réseau AgriConseil qui peuvent vous donner des avis subventionnés. Puis, il y a une bonne caractérisation quand même au Québec de la ressource en eau souterraine. Peut-être que vous êtes capable d'avoir de quoi de préliminaire pour pas trop cher. Ça fait le tour de ma présentation. Je remercie tout le monde pour votre écoute. Puis, on va passer à la phase des questions.